Les vastes étendues d'eau qui recouvrent notre planète regorgent de curiosité. Mais les rares fois où le niveau de l'eau baisse, on découvre des choses très intrigantes dont on ne soupçonnait souvent même pas l'existence. Des vestiges étranges d'anciennes civilisations aux cités entières disparues, voici quelques-unes des découvertes les plus mystérieuses faites sous des masses d'eau asséchées. Le Seigneur de l'Anneau manquant. Lorsque Caspar Clark, 9 ans, de Clifton en Angleterre, a reçu un détecteur de métaux pour Noël 2020, il était impatient de le tester. Ainsi, lorsque sa ville natale a vidé le lac local pour son nettoyage annuel, Caspar a vu une opportunité. Son détecteur de métaux à la main, il a aidé à balayer le lac vide à la recherche de déchets, et dans son cas de trésors. Parmi les détritus qui jonchaient le lac asséché, Caspar a découvert une GoPro cassée et 3 bagues, ce qui peut sembler peu. Mais Caspar était fier de son butin, et sa mère a décidé de le montrer sur Facebook. C'est là que les choses sont devenues un petit peu plus folles. Incroyablement, après avoir vu la publication sur Facebook, un homme s'est manifesté pour révéler que Caspar avait retrouvé son alliance manquante. Andy Mitchell, qui avait perdu sa bague 8 mois auparavant en faisant du paddleboard sur le lac, n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a vu le message sur Facebook. Le lac de Clifton faisant près de 300 mètres de long, la découverte de Caspar a été extrêmement chanceuse, et les chances qu'Andy tombe sur le message Facebook étaient encore plus minces. Bien que je doute que Caspar ait été ravi de perdre son trésor lorsqu'il l'a rendu, il a admis que cela lui faisait du bien de rendre quelqu'un d'autre heureux. En l'occurrence, il s'agissait d'Andy et de sa femme, qui avaient été incroyablement fâchés d'apprendre que son mari avait perdu leur alliance. Je pense qu'il y a 2 leçons à tirer de cette histoire. Tout d'abord, l'achat de ce détecteur de métaux qui vous fait de l'œil n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et deuxièmement, si vous voulez garder votre butin, vous ne devriez probablement pas le montrer sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez découvrir un butin instantané, cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner, afin de découvrir l'ensemble des divertissements que je télécharge régulièrement. Maintenant, revenons à d'autres mystérieuses découvertes dans des eaux asséchées. Ming caché. En 2012, lorsque le niveau d'eau du lac Poyang, autrefois le plus grand lac d'eau douce de Chine, a commencé à baisser, quelque chose a été révélé qui a laissé les habitants de la région sans voix. Sur le lit du lac asséché se trouvaient les vestiges d'une longue structure de granit, percée de 1100 trous curieux. La sécheresse, qui a privé la province chinoise de Jiangxi d'une quantité d'eau suffisante pour pêcher, a mis à jour cette étrange création qui s'étendait sur près de 3 km à travers le lit du lac. Mais qu'est-ce que cette construction inhabituelle? Serait-ce une tentative ratée de construction de la Grande Muraille de Chine? Eh bien non, pas tout à fait. La longue bande de granit a rapidement été identifiée comme un ancien pont. Les habitants de la région l'ont rapidement surnommé Thousand Ice Bridge, du nom de ces 1100 trous qui se trouvent sur ses flancs. Mais il s'est avéré que ce pont ne se résumait pas à ces quelques trous. Les chercheurs ont rapidement déterminé que, bien qu'il était caché pendant 400 ans, le pont a joué un rôle important dans l'histoire de la dynastie Ming. Construit en 1631 sous le règne du dernier empereur Ming Zhujian, le pont n'a pas seulement servi de lien crucial entre les grandes villes et les villages des pêcheurs locaux. Son emplacement marque aussi, par coïncidence, l'endroit même où le premier empereur Ming a remporté la victoire sur le clan Han, donnant naissance à la dynastie Ming. Ce n'est pas vraiment une vieille passerelle, n'est-ce pas? Lors de sa construction, le pont des 1000 yeux était considéré comme le plus long pont de Chine, mais malgré son excellence, il n'a pas résisté à la force du temps. Alors que les pluies prolongées de l'été continuent à faire monter les niveaux des eaux du lac, le pont a lentement disparu dans les profondeurs. Aujourd'hui, les sécheresses ont ramené le pont sous les yeux du public, et les visiteurs se déplacent pour voir la création qui est partiellement restaurée au milieu de la boue et des flaques d'eau peu profondes. Mais qu'en pensez-vous? Le Thousand Ice Bridge vaut-il vraiment la peine que des milliers d'yeux se déplacent pour le voir? La ville de la ferraille. Quand vous pensez à une casse, vous n'imaginez probablement pas les canaux serins qui serpentent à travers Paris. Mais en 2016, lorsque le canal de Saint-Martin, surtout connu pour les riches habitants qui vivent dans son voisinage, a été drainé pour être nettoyé, c'est exactement ce qui s'est révélé être un dépotoir. Des foules curieuses se sont rassemblées sur les passerelles voûtées pour voir de près les bizarreries qui émergeaient de la boue. Et comme vous le verrez bientôt, il s'agit d'un véritable trésor de déchets. Pour drainer le canal, l'eau a d'abord été redirigée vers la Seine, avant que des dizaines d'ouvriers ne patauchent dans la boue pour sauver et retirer les poissons restants. Ensuite, le vrai travail a commencé. Au fur et à mesure que le nettoyage progressait, toutes sortes d'objets étranges et ridicules ont été retirés de l'eau. Il y a bien sûr les objets habituels, canettes de bière, bicyclettes recouvertes d'enfer et ainsi de suite, mais quelques objets plus bizarres ont été trouvés. Très vite, les équipes de nettoyage sont tombées sur des mobylettes, des toilettes, des matelas, des baignoires en porcelaine qui ont dû être emportées par des tracteurs. On se demande qui a pensé que sa baignoire serait plus belle au fond du canal.
Il y avait même un appareil photo vintage et une vieille boombox, probablement déposée par des personnes aujourd'hui perdues dans l'histoire. Bien que chacun de ces étranges objets habitant le canal ait sans aucun doute une histoire fascinante derrière sa présence, la plupart d'entre eux resteront à jamais un mystère. L'Excalibur de la vraie vie. Au cours de l'été 2018, Saga Vanecek, 8 ans, a passé des vacances en famille au lac Vindöstern, au sud de la Suède. Cet été ayant été le plus chaud depuis 260 ans, l'évaporation avait rendu le lac extrêmement peu profond, permettant à Saga de patauger plus loin que les gens ne le font habituellement. Alors qu'elle pataugeait, elle est tombée sur ce qu'elle pensait être un bâton, mais qui s'est avéré être quelque chose de bien plus spectaculaire. L'objet, long, tordu et recouvert de boue, se révéla rapidement être une lame rouillée attachée à un manche. Saga s'est rapidement rendu compte qu'elle avait trouvé quelque chose d'extraordinaire, une véritable épée ancienne. Lorsque Saga a fait part de sa découverte à son père, celui-ci a immédiatement pris contact avec un musée local, et l'épée s'est rapidement révélée avoir plus de 1500 ans, ce qui signifie qu'elle date d'avant les Vikings. Comme il s'agit de la première épée de ce type trouvée en Suède, les experts se sont demandé à qui elle avait pu appartenir. Un malheureux marin de l'Antiquité serait-il tombé à l'eau ou aurait-il traversé la glace lors d'une randonnée hivernale? Ou bien un riche noble a-t-il été enterré quelque part dans le lac avec ses biens les plus précieux? L'une ou l'autre de ces théories pourrait être vraie, car lorsque le musée a effectué des fouilles supplémentaires, il a trouvé une broche de grande valeur datant du IIIe siècle dans la même zone. Bien que de nouvelles informations soient susceptibles d'être révélées au fur et à mesure des fouilles, les gens ont commencé à plaisanter en surnommant Saga le roi Arthur moderne de la Suède. Pourquoi? Dans les variantes de la légende du roi Arthur, le courageux héros reçoit la puissante épée Excalibur de la Dame du Lac. Évidemment, cette fois, il n'y avait pas eu de dame mystique et Saga ne sera pas couronnée de sitôt. Mais qui a besoin d'une couronne quand on a trouvé Excalibur? Géant enterré. Toutes les découvertes faites sous des étendues d'eau asséchées ne sont pas aussi faciles à tenir qu'une épée. Les habitants d'Arasinakere, un village situé près de la ville de Mysore en Inde, ont mis à jour quelque chose d'énorme en 2019. Dans un effort commun, les villageois ont déterré 2 énormes statues de grès enterrées face à face sous le lit d'un lac asséché. Les mystérieuses créations en forme de taureau ont rapidement été identifiées comme des sculptures de Nandi, le taureau gardien sacré de l'hindouisme. Les statues se trouvent généralement devant la divinité hindoue Shiva dans les temples indiens. Les trouver enterrées sous un lac asséché était certes inhabituel, mais pas aussi impossible qu'il n'y paraît à première vue. Selon les experts locaux, le lac asséché était en fait le site d'un temple sacré de Shiva depuis le XVIe siècle, jusqu'au début des années 90. Au cours de cette période, de nombreuses personnes auraient voyagé pour le voir, y compris Maharaja Jayashamara Rajendra Wadyar, alors souverain de l'état de Mysore dans les années 1940. Seulement à son arrivée, il a trouvé le temple submergé par des eaux qui montaient progressivement. On dit que le Maharaja a passé des semaines à essayer de récupérer les statues de Nandi et d'autres vestiges du temple avant d'abandonner et de partir, laissant ses prières au temple submergé et à ses gardiens. Bien que la cause de la submersion du temple n'a jamais été enregistrée au fil des ans, soit par la montée des eaux, soit par l'enfoncement dans la boue, ou peut-être même par un enterrement intentionnel, le temple et les statues ont disparu sous l'eau. Cela dit, les villageois ont parfois aperçu les têtes de Nandi dépasser lors des années plus sèches où le niveau d'eau a baissé. Mais ce n'est qu'après un été particulièrement éprouvant que le lac s'est entièrement asséché et que les habitants curieux ont décidé de creuser un peu plus profond. Pour l'instant, les 2 Nandi restent enfouis dans le sol, tandis que les archéologues planifient la prochaine étape de leur recherche et de leur conservation. Espérons qu'ils n'abandonneront pas et ne partiront pas comme l'a fait Maharaja. Transformé en pierre. Le lac Natron en Tanzanie est un endroit vraiment étrange. Son eau incroyablement alcaline produit des effets à la fois intrigants et un peu inquiétants. Le plus étrange de ces effets est sans doute la présence d'animaux momifiés cendrés sur le site, qui borde les rives du lac. À première vue, on pourrait croire que Méduse elle-même a rendu visite au lac, mais il se passe en fait quelque chose de tout aussi étrange. Comme l'eau s'écoule dans le lac et ne s'en échappe que par évaporation, les niveaux élevés de sel ont tendance à se cumuler au bord du lac. Ces conditions extrêmes rendent la vie presque impossible à la plupart des animaux, et c'est pourquoi le lac n'abrite qu'une seule espèce de poisson, quelques flamants roses et des algues dont ils se nourrissent. Toutes les autres créatures qui tentent de s'installer dans le lac subissent le même sort, elles se transforment en pierre. Enfin, c'est du moins ce à quoi ils ressemblent. En réalité, les animaux morts qui tombent dans l'eau sont fantastiquement préservés par les sels qui s'infiltrent dans leur chair. Lorsque l'eau s'évapore pendant des mois chauds d'été, les restes révélés sont recouverts d'une nouvelle couche de sel qui les fait ressembler à des statues blanches jonchant les rives cramoisies. Quant à l'étrange teinte cramoisie du lac, elle est due à la présence d'Alaorikea,
un type particulier de micro-organismes pigmentés de rouge qui prospèrent dans les eaux extrêmement salées. Dans l'ensemble, avec l'eau sanglante et les animaux transformés en pierre, le lac a l'air de sortir d'une guerre mythique. Mais cela ne me découragerait pas de le visiter, n'est-ce pas? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. La ville perdue du désert. Nous avons tous entendu parler de l'Atlantide, l'ancienne cité engloutie. Malheureusement, personne n'a encore trouvé de preuves irréfutables de son existence. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres villes réelles dont l'histoire est similaire. Un site particulièrement intrigant de ce type se trouve dans la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, ou ce qu'il en reste. Vous voyez, la mer d'Aral est presque entièrement asséchée dans les décennies qui ont suivi le début des années 60, lorsque les plans du gouvernement soviétique ont détourné les principaux fleuves qui l'alimentaient pour irriguer le désert environnant en vue de la production de coton. Avec une superficie plus de 2 fois supérieure à celle de la Belgique laissée en l'état de désert sec, il était presque inévitable que quelque chose de fascinant apparaisse tôt ou tard. Et c'est ce qu'il s'est passé. En 2001, alors que des archéologues exploraient les terres arides, ils sont tombés sur quelque chose qu'ils ont d'abord pris pour un simple amas de ruines sèches, mais qui s'est avéré être une colonie perdue datant du XIVe siècle. Le site, aujourd'hui connu sous le nom d'Ar-al-Assar, était autrefois une communauté animée dont l'économie prospérait grâce au commerce de la route de la soie. La présence d'autres sites similaires dans la région suggère qu'Ar-al-Assar aurait même fait partie d'une ville plus vaste et plus étendue. Cependant, les indices laissés par les habitants de la colonie racontent une histoire étrange et tragique. Plusieurs objets ménagers, tels que des meules et des récipients en céramique, ont été laissés sur place, semblant avoir été abandonnés à la hâte. La raison de cet abandon, bien qu'incertaine, est probablement due à une montée soudaine et naturelle du niveau de la mer d'Aral à l'époque, qui s'est peut-être produite trop rapidement pour permettre aux habitants de s'enfuir correctement. Mais ce n'est pas seulement un bouleversement tragique qui a fait d'Ar-al-Assar la découverte fascinante. Outre les ruines de la ville, les archéologues ont également trouvé des vestiges de rizières et une cruche contenant des outils agricoles. Si ces découvertes ne semblent pas plus inhabituelles, elles sont en fait assez déroutantes. Comment cela s'est fait-il? On pensait jusqu'à présent que la population d'Asie centrale du XIVe siècle venait d'un mode de vie essentiellement nomade et son seul type d'agriculture était l'élevage de bétail. Mais la découverte de terres cultivées et d'outils pour les entretenir oblige aujourd'hui les archéologues à réévaluer leur compréhension de l'histoire de l'Asie centrale. Et tout cela parce que ces fous de soviétiques ont transformé une mer en désert. Météore dans le lac. En 2015, les chercheurs australiens ont récupéré un objet incroyable dans une zone asséchée sur le point d'être recouverte d'eau. Les chercheurs se sont retrouvés dans une course contre la montre après que des caméras d'observation stellaire stationnées dans le désert central australien ont capturé le spectacle saisissant d'une météorite tombant du ciel. La météorite a commencé par une traînée de lumière verdâtre brûlant à travers l'atmosphère, et après 6 secondes de vol plané, elle s'est écrasée au milieu du Katitanda Lake Air. Le lac est presque complètement vide pendant la majeure partie de l'année car son eau s'évapore sous l'effet de la chaleur du désert. Cependant, lorsque la météorite a touché le sol, de fortes pluies remplissaient rapidement le vaste bassin du lac et la montée rapide des eaux menaçait d'engloutir la météorite, ce qui l'aurait rendu presque impossible à trouver. Une équipe d'Olivier Stekertin a travaillé sans relâche pour la localiser, en réduisant les zones possibles à l'aide de données fournies par les caméras. Mais ils ont fini par la découvrir. Le chef d'équipe et géologue planétaire, le professeur Phil Bland, a déterré à la main la météorite d'un trou profond dans une partie isolée du lit du lac avant que l'eau ne la submerge. Cette récupération a permis aux chercheurs de déterminer quel astéroïde par an la météorite pourrait provenir. Et il venait de très loin. Le météore, daté de plus de 4,5 milliards d'années, peut-être même plus vieux que la Terre, proviendrait d'un astéroïde beaucoup plus gros situé entre Mars et Jupiter. Des statistiques impressionnantes, certes, mais ce qui rend cette découverte encore plus déroutante, c'est le fait que quelques heures seulement après leur découverte, toute la région a été inondée. C'est ce qu'on appelle être au bon endroit au bon moment. Stonehenge sous-marin. En 2019, une sécheresse a mis à jour une étrange disposition de rochers sous un lac artificiel dans l'ouest de l'Espagne. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel rocher. Il était clair que ces pierres n'étaient pas tombées en place par hasard. Elles avaient curieusement été placées par la main de l'homme, composées d'environ 150 000 pierres méticuleusement disposées autour d'un ovale central. La structure a rapidement été surnommée Stonehenge espagnol. Étonnamment, les recherches indiquent que le monument, officiellement connu sous le nom de Dolmen de Guadalperal, a plus de 7000 ans. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur les responsables du site, on pense que les pierres faisaient autrefois partie d'une structure fermée avec un grand chapeau en pierre formant un toit, et qu'elles étaient peut-être utilisées comme tombeaux, sites de commerce ou zones rituelles sacrées. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment un site historique d'une telle importance a pu se retrouver au milieu d'un lac?
Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois que l'on découvre le Stonehenge espagnol. La structure avait déjà été fouillée dans les années 20 par un archéologue allemand, mais la construction d'un lac artificiel dans la région a été autorisée en 1963, et la structure a ensuite été submergée pendant près de 60 ans. À l'époque de sa construction, le lac était considéré comme le plus important que les ruines, car il abritait un barrage hydroélectrique qui continue à produire de l'énergie aujourd'hui. Mais qu'en pensez-vous? Un site antique sacré aurait-il dû être une raison suffisante pour empêcher la construction d'un barrage dans la région? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Lac des squelettes. Pendant l'hiver, Rupkund Lake, dans les montagnes de l'Himalaya, est un paradis pour les patineurs sur glace. Mais lorsque le soleil pointe le bout de son nez en été, il en va de même pour quelque chose d'assez terrifiant. Non, il ne s'agit pas du grand Yeti lui-même, mais c'est presque tout aussi troublant. Chaque été, des centaines de squelettes flottent à la surface du lac, après avoir été emprisonnés dans la glace pendant le reste de l'année. Cela rend le lac populaire non seulement auprès des touristes, mais aussi auprès des chercheurs assoiffés de connaissances qui veulent tous aller au fond des choses. Bien que l'origine des squelettes ne soit pas claire, une théorie de longue date suggérait que les victimes étaient toutes mortes simultanément lors d'un événement catastrophique survenu il y a plus d'1 millier d'années. Cependant, une analyse génétique récente suggère que les nombreux restes ne datent pas de la même époque, mais se sont plutôt accumulés au cours d'un millénaire entier. Seuls 15 des squelettes présentaient des similitudes génétiques avec des Asiatiques du sud du 9e siècle, tandis que les autres appartenaient à des groupes génétiques datant de plus d'1 millier d'années. Curieusement, les chercheurs ont découvert que 14 des squelettes avaient des ancêtres de la Méditerranée orientale, ce qui signifie que les personnes décédées avaient, pour des raisons inconnues, voyagé de quelque part comme la Grèce ou le Liban jusqu'à l'Himalaya. Si l'on considère qu'ils n'étaient probablement pas en vacances au ski, c'est assez déconcertant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. 5 des échantillons de squelettes présentaient des fractures de compression particulières et non cicatrisées, qui, selon les chercheurs, auraient été infligées par de gigantesques grêlons lors d'une sorte de tempête meurtrière. Aussi étrange que cela puisse paraître, cela n'expliquerait qu'une petite partie des restes trouvés dans le lac Rupkund, laissant les restes ouverts à la spéculation. Certains des restes pouvaient même avoir été des migrants cherchant de nouveaux endroits pour s'installer, ou pourraient même être les corps de personnes déjà mortes amenés sur le site paisible pour un enterrement sacré. Ou peut-être s'agissait-il d'explorateurs malheureux poussés par le désir de voir une chaîne de montagnes spectaculaires, tués par leur propre curiosité ou imprudence. Pour l'instant, la réponse est entourée de mystères. Masque de bronze divin. À environ 700 pieds sous le niveau de la mer de Galilée en Israël, c'est le lieu d'eau douce le plus bas du monde. Bien qu'il soit alimenté par le Jourdain, la sécheresse croissante en Israël entraîne une diminution constante du lac. Or, comme nous l'avons vu, lorsque les lacs s'assèchent, les archéologues ont tendance à déposer leurs pelles. Heureusement, ils ont souvent raison. En 2015, des fouilles archéologiques menées à proximité de la mer de Galilée ont permis de mettre à jour un grand masque de bronze antique légèrement effrayant. Le masque a été trouvé juste à l'extérieur des limites de l'ancienne cité gréco-romaine d'Hippos, et sa fonction a d'abord laissé les experts perplexes. Cependant, une fois que le masque a été un peu poli, enlevant ce qui s'est avéré être environ 2000 ans de crasse, les experts en dieux de la Grèce antique ont rapidement compris ce qui le masque représentait. Il s'est avéré que le masque, avec ses 2 petites cornes, ses oreilles pointues et sa barbe, était à l'image de la divinité mi-homme mi-chèvre Pan. Dans la mythologie grecque antique, Pan est le dieu de la musique et de la nature sauvage, et il est souvent associé à la chasse et au pâturage. Compte tenu de ces associations, il est probable que le masque ait été laissé là après une sorte de cérémonie, ou peut-être comme gage de chance pour assurer une bonne récolte. On sait que ceux qui vénéraient Pan le faisaient par tous les moyens, depuis la consommation d'alcool et les sacrifices jusqu'aux rituels impliquant toutes sortes de comportements coquins, si vous voyez ce que je veux dire. Cela signifie, selon toute vraisemblance, que le masque a... Eh bien, disons simplement qu'il a vu des choses folles. Quoi qu'il en soit, il fera certainement un excellent sujet de conversation lors de votre prochaine fête ou de votre prochain rituel. Statue sans tête. Aussi étrange que cela ait pu être de découvrir le masque de Pan, découvrir une tête en métal en les regardant fixement dans la terre, il pourrait être tout aussi étrange de trouver une statue intacte mais sans tête. C'est exactement ce qu'il s'est passé à Lopburi en Thaïlande en 2019, lorsqu'un temple bouddhiste vieux de 150 ans a émergé après avoir passé 20 ans sous l'eau. Le temple, comme le village qui l'entoure, a été complètement submergé en 99 lors de la construction d'un barrage autour. Plus de 500 maisons ont été démolies pendant la construction, mais le temple étant considéré comme sacré, il est resté intact, et il a été laissé à l'abandon dans sa nouvelle demeure aquatique. Lorsqu'il est soudainement réapparu après une grave sécheresse en 2019, des milliers de touristes sont venus prier et déposer des fleurs, mais ont été surpris de constater qu'il manquait une pièce maîtresse,
la tête de la statue centrale de Bouddha de 13 pieds reposant dans le sable. La tête s'étant probablement brisée quelque part au cours des 20 années qu'elle a passé immergée. Les archéologues ont suggéré, malheureusement, qu'il est probablement trop tard pour la retrouver maintenant, qui a été érodée en petits morceaux par les courants ou volée par un poisson ayant un penchant pour le vandalisme. Son état actuel et sa localisation resteront probablement inconnus. Tragique certes, mais nous connaissons tous un certain Pan qui se trouve être à la recherche d'un corps. Blague à part, le temple était autrefois un lieu de rencontre populaire pour les membres de la communauté. Qu'il s'agissait de célébrer des cérémonies religieuses ou de se retrouver entre amis, le temple Wat Nong Buai occupe une place particulière dans de nombreux cœurs, ce qui signifie que sa réapparition, et avec même une tête manquante, a été chaleureusement accueillie. Malheureusement, la sécheresse s'atténuant, il est probable que le temple retourne bientôt sous l'eau. Cela dit, tout espoir n'est peut-être pas perdu, car comme nous l'avons vu au long de cette vidéo, quand quelque chose tombe à l'eau, il remonte souvent. Avez-vous déjà fait une découverte mystérieuse sous un plan d'eau asséché? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.